Non, mais donc c'est l'éléphant le plus fort. Franchement, c'est l'éléphant, c'est pas Non, possible. pour moi c'est l'hippopotame, Mais parce que non. tu sais, l'hippopotame c'est quand même vraiment fort. Mais on l'éléphant imagine avec pas sa... la- Les gars, ça tourne. Salut à tous, on va vous parler aujourd'hui d'un essai un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui on essaye la Toyota Mirai. Et la Toyota Mirai, c'est quoi? Eh bien, c'est une voiture à pile à combustible. Et une voiture à pile à combustible, c'est quoi? Eh bien fondamentalement c'est une voiture électrique. Sauf que, à la place de puiser son électricité d'une batterie, eh bien, elle la fabrique elle-même sous le capot avec de l'hydrogène, avec le principe de l'électrolyse. Donc elle prend de l'hydrogène qu'elle combine au CO2 et à l'oxygène de l'environnement. Elle transforme cela en électricité et la seule chose qu'elle rejette, c'est de l'eau. Voilà, et tout ça, eh bien, ça permet d'avoir une vraie grande autonomie puisque ce nouveau modèle de Mirai sorti cette année a un réservoir de 5,6 kg d'hydrogène. Et ces 5,6 kg ont permis d'établir un nouveau record pour une voiture à hydrogène puisque Toyota a parcouru plus de 1000 km avec un seul plein. Alors ces 1000 km, je sais que les amateurs de Tesla vont me dire que Tesla l'a fait en 2017 avec une Model S, mais la grosse différence, c'est qu'avec cette Mirai, eh bien 5 minutes plus tard, elle est prête à repartir pour 1000 km. On pourrait se dire que l'hydrogène est donc la solution miracle pour rouler en voiture propre. Oui, sauf qu'on est encore à la genèse de l'hydrogène parce que de nos jours, la production d'hydrogène, eh bien, elle est majoritairement faite pour les industries et la pétrochimie. C'est-à-dire que pour l'instant, l'hydrogène, il est produit de deux façons à grande échelle. On a premièrement le reformage du gaz qui est sous l'effet de la pression et de la chaleur. Le méthane, CH4, se divise et produit de l'hydrogène H2, mais aussi du dioxyde de carbone. Et à côté de ça, on a aussi la gazéification. C'est un gros barbecue où on met du charbon de bois et ça produit plein de gaz. Et parmi ces gaz, il y a aussi de l'hydrogène. Mais malheureusement, il y a aussi du CO2 et du monoxyde de carbone. Donc ces deux solutions-là, elles produisent notamment de l'hydrogène, mais elles produisent aussi beaucoup de CO2. Et beaucoup de polluants, et ça demande beaucoup d'énergie. Par contre, il est également possible de faire de l'hydrogène vert, de l'hydrogène propre via l'électrolyse. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas produit à grande échelle, donc ça ne permet pas un usage industriel ou un usage pour les véhicules roulants. Et puis, on a également une dernière méthode, c'est de faire via des micro-organismes, des microbes en fait, qui sont capables de produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Mais l'électrolyse, au final, c'est assez intéressant parce que c'est une solution pour le futur, on va dire, parce que encore une fois, on utilise ça, on fait une électrolyse donc avec de l'électricité où on prend de l'eau et en injectant de l'électricité, on crée de l'hydrogène. Mais cette électricité, si elle vient par exemple du supplément de l'éolien ou du solaire, ça pourrait être très bien pour utiliser ça et justement compacter cette électricité dans un autre format et la maintenir pendant plus longtemps. Tout à fait, mais c'est le seul cas de figure dans lequel on pourrait avoir de l'hydrogène vraiment vert, c'est qu'il soit fait à partir d'énergie renouvelable, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et encore, on ne parle pas du souci de rendement dans ce cas-là, parce que si on utilise de l'électricité pour transformer de l'eau en hydrogène, il y a un souci de rendement de plus ou moins 40%, et ça c'est pour la transformation. Le transport, il n'y a pas vraiment de perte de rendement. Mais on a un deuxième problème de rendement ensuite, c'est-à-dire qu'une pile à combustible, même comme celle-ci, très moderne, a un rendement d'environ 40% seulement, ce qui fait qu'on a énormément de pertes d'énergie dissipée en fait sur toute la production et sur toute la durée de vie de l'hydrogène. Exactement. Donc, à qui ça s'adresse alors une voiture à hydrogène aujourd'hui? Eh bien, quelqu'un qui ne veut pas une voiture électrique, qui ne veut pas charger sa voiture, qui ne sait pas. Voilà, qui ne peut pas, quelqu'un qui habiterait en ville par exemple. Oui, quelqu'un qui a envie de pouvoir faire le plein pendant 5 minutes et avoir 500 km d'autonomie plus ou moins. Et puis ça s'adresse aussi aux véhicules qui roulent beaucoup sans avoir de long temps d'immobilisation, comme par exemple les flottes de taxis, les bus, et puis les camions, puisque pour passer à des camions plus propres, eh bien c'est plus pratique de mettre de gros réservoirs d'hydrogène que des batteries énormes qu'il faudrait pour avoir des camions 100% électriques. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire le plein avec ta Mirai depuis que tu l'as. Pas encore. Alors moi j'ai eu l'occasion, en fait c'est très simple, le plein se fait comme un plein de CNG grosso modo, c'est-à-dire que tu verrouilles le pistolet sur la voiture, tu appuies sur le bouton start et environ 5 à 10 minutes, eh bien, tes 5 kilos sont remplis et tu peux repartir. Comme n'importe quel autre gaz au final. Parlons un peu du produit en lui-même. La Toyota Mirai, c'était la première voiture à hydrogène grand public disponible en Belgique et dans la plupart des pays européens, puisqu'il y avait déjà eu quelques autres modèles, genre le Hyundai X35 à hydrogène, la Honda Clarity et aussi un Mercedes qui fonctionnait à l'hydrogène, mais c'était toujours réservé à certaines flottes. Ça, c'était vraiment la première voiture que le particulier pouvait s'offrir. Et comme tous les modèles à motorisation particulière chez Toyota, c'est moche. Souvenez-vous, la première Prius. Ouais, c'est moche. Après, il y a eu la deuxième Prius. Ça allait mieux. La troisième. Ça allait un peu mieux. Et puis, il y a eu la quatrième Prius. Qui est moche. Voilà. Donc, on a encore deux bonnes générations
de voitures assez jolies sur la gamme Mirai. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est le nouveau modèle, nouvelle génération. Après la moche, on a la Top modèle. jolie Mirai. Franchement, mais elle est magnifique. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de compliments de gens, pas sur moi, hein, sur la bagnole, pendant mes quelques jours d'essai. Voilà, c'était trop Pas facile. exagéré, hein. Hein, donc, on m'a dit ah, qu'elles sont belles tes jantes, j'aime bien tes jantes. Voilà. On a donc maintenant une vraie grande berline, une belle berline statutaire avec une ligne de toit profilée puisque c'est quelque chose de très aérodynamique puisque je le rappelle, comme tu l'as très bien dit, c'est avant tout une voiture électrique où l'aérodynamisme joue un rôle primordial pour l'autonomie. Et donc on a quelque chose en fait qui pourrait quelque part s'apparenter un peu à une Tesla Model S. C'est la forme classique d'une berline hybride ou électrique. Au final, là où celle-ci, c'était un genre de Prius encore plus vilaine et un petit peu étrange, celle-ci au final s'il y avait un badge Lexus à l'avant, eh bien, il serait pas mal placé parce que ça ressemble vraiment à une Lexus et il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est une plateforme partagée avec Lexus. Voilà, c'est une plateforme partagée avec Lexus qui a été optimisée pour l'usage d'une pile à combustible puisque donc on retrouve un soubassement dans lequel il y a 2 réservoirs d'hydrogène donc plus un 3e réservoir placé en dessous du coffre. Et donc c'est bien parce que ça permet d'avoir plein de place, non? Eh ben non, et c'est justement le plus gros problème de cette Mirai, c'est que malgré ses 5 mètres de long, eh ben on a très peu de place à l'arrière et un tout petit coffre. Et il y a une raison à cela, c'est qu'il y a quand même une batterie placée verticalement derrière la banquette arrière. Voilà, donc comme je le disais, le gros point noir, c'est bien cette habitabilité arrière, puisque là, je suis en position de conduite, donc de mon 1m80, eh ben à l'arrière, je touche légèrement le dossier. Et puis au niveau de la tête, à cause du toit vitré, j'ai aussi le front qui frotte un petit peu ici, le crâne qui frotte un petit peu ici. Donc il y a vraiment un manque d'habitabilité à l'arrière. Et puis Toyota présente sa Mirai comme une 3 places arrière, mais sincèrement, avec cet énorme tunnel de transmission ici et cette place très étroite, je ne voudrais pas être celui qui devra voyager en place centrale. Ah bah oui, parce que la pile à combustible, quand elle produit l'électricité, il faut bien qu'elle aille quelque part et ça va dans la batterie. Pas seulement, c'est-à-dire que si tu roules de manière à vitesse stabilisée, par exemple quand le moteur n'a pas trop besoin d'énergie, eh bien c'est la pile à combustible qui envoie directement l'énergie vers le moteur. Par contre, au freinage, par exemple, il y a un système break comme sur une hybride, comme sur une électrique, qui permet de renvoyer de l'énergie vers la batterie. Et la pile à combustible peut également envoyer de l'énergie dans la batterie. En fait, la batterie sert de tampon, c'est-à-dire que lorsque tu accélères très fort, comme la pile à combustible a une puissance moindre que le moteur électrique, ça permet quand même de tirer toute la puissance du moteur électrique. Je suis bouche bée, quoi. À bord de la nouvelle Mirai, Toyota a vraiment gommé tous les petits défauts de la précédente génération. Tous ces petits bruits parasites ont disparu. On a maintenant une très bonne insonorisation et un excellent niveau de confort. Malgré les jantes de 20 pouces de notre modèle d'essai, ça filtre super bien toutes les aspérités et la sensation est vraiment celle d'une grande berline routière. Donc à ce niveau-là, la Toyota justifie un peu plus son tarif. Pour le reste, la Mirai se conduit comme une simple voiture électrique. C'est-à-dire que voilà, on a la réactivité d'un moteur électrique. Donc si j'appuie, ça part directement. Et malgré le rapport poids-puissance qui n'est pas spécialement favorable, puisqu'on a grosso modo 180 chevaux pour 1900 kg, eh bien ça reste quelque chose de avec beaucoup de répondants, à défaut, je dirais, d'être vraiment dynamique. Comme je le disais, les reprises sont toujours très marquées, très nettes. On a 3 modes de conduite, donc un mode éco qui sera largement suffisant dans la plupart des cas de conduite, puisque en bonne Toyota, j'ai envie de dire, cette Mirai pousse d'elle-même à adopter une conduite plutôt souple, plutôt coolée, une conduite en bon père de famille, si je puis dire, pour reprendre une expression connue. Et donc, on n'aura pas une conduite qui sera très engagée, très orientée vers la sportivité. Alors attention, comprenons-nous bien, cette Mirai, comme je le disais, est une grande routière, donc on a vraiment quelque chose qui est très qualitatif à tous les niveaux. On a une direction qui est assez ferme, qui n'est pas trop démultipliée. Ça, c'est plutôt bien aussi et ça mérite d'être souligné parce que ça arrive encore sur les modèles japonais d'avoir une direction qui est beaucoup trop souple. Ici, on a une belle fermeté, mais on n'a pas quelque chose de foncièrement dynamique, ça c'est clair. On a quand même un mode sport qui, hormis d'offrir encore un peu plus de répondants à la pédale, ne servira pas à grand chose et même je trouve que c'est presque moins confortable, ça colle moins un peu au tempérament de la voiture parce qu'en fait justement on est beaucoup plus sur un mode on-off à la pédale et donc ça rend la conduite moins souple, moins coolée je dirais. Alors niveau consommation, depuis que je l'ai, je suis actuellement à 1,08 kg au 100 km. Alors je l'ai eu pendant quelques jours, j'ai fait de l'autoroute, de la route, un peu de ville aussi, tous mes petits déplacements quotidiens.
et j'arrive à 1,08 kg au 100 km. Donc ça veut dire qu'avec le réservoir de 5,6 kg, eh bien, on arrive facilement aux 500 km promis par Toyota. Et alors, contrairement à une voiture électrique, il y a deux grosses différences. La première, c'est que cette consommation n'a pas l'air de fluctuer autant suivant la conduite qu'avec une voiture purement électrique à batterie. C'est-à-dire qu'ici, si on roule un peu plus fort, un peu plus vite, ça va augmenter, mais la différence sera moindre que par rapport à une voiture électrique quand on conduit dynamique ou éco. Et puis la seconde différence, c'est que même en l'absence de pompe, on n'a pas cette peur de la batterie vide quand on conduit la Mirai. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas de pompe, ou très peu du moins, mais on sait aussi que quand on va arriver à la pompe, on va brancher la pompe, qu'elle va fonctionner, qu'on n'aura pas besoin d'un badge spécifique ni quoi que ce soit, et qu'on pourra directement faire le plein et qu'en 5 minutes, eh bien, on sera prêt à repartir pour 500 km. Et ça, je pense que psychologiquement, c'est vraiment un gros point fort de cette voiture à hydrogène par rapport à l'hybride, par rapport à l'électrique classique. Qui, dans l'esprit de beaucoup de gens, eh bien, demande encore des heures et des heures de branchement pour pouvoir rouler. Alors par contre, 1,08 kg au 100 km, ça revient quand même très cher de rouler à l'hydrogène, parce qu'il faut savoir que le prix de l'hydrogène aujourd'hui tourne aux alentours de 10 € du kilo. Donc ça nous fait grosso modo 50 € pour faire 500 km. Donc ça fait un ratio qui est supérieur à celui de l'essence pratiquement. Maintenant, il faut prendre en compte que l'hydrogène dans les voitures n'en est qu'à ses débuts. Et donc, si les nombres de voitures à hydrogène venaient à se multiplier, forcément, ça tirerait le coût de production vers le bas, le coût de production tant de l'hydrogène que de la voiture en elle-même. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas puisque cette Toyota est aujourd'hui vendue entre 64 500 € et 75 000 € en Belgique selon la finition. Alors ici, on a la finition la plus haute, la finition premium, donc avec le toit panoramique qui n'est pas ouvrant mais qui est un toit panoramique, toutes les aides à la conduite, la climatisation Bison, etc. On a vraiment la version full option. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la précédente Mirai, la moche là, vous vous souvenez, coûtait 80 000 € de base. Ça veut dire qu'on a déjà une différence de 15 000 € à la baisse par rapport à la précédente génération, alors qu'on a un véhicule nettement plus abouti. Et ça témoigne déjà d'une certaine démocratisation, le mot est peut-être un peu fort, mais d'une certaine démocratisation de la technologie. Et franchement, après 5 jours passés au volant, eh bien, j'habite pourtant à une quarantaine de kilomètres de la pompe la plus proche. Je n'ai jamais eu aucun problème, aucune crainte en tout cas de tomber à court. J'ai pu faire tous mes déplacements tranquillement. C'est vrai qu'il y a finalement très peu de contraintes. En conclusion, que va-t-on retenir de la Toyota Mirai et de la voiture à hydrogène en règle générale? C'est que c'est une voiture qui se conduit Comme une voiture électrique, qui a une autonomie comme une voiture électrique, et qui pollue comme une voiture essence. Ça, c'est si on utilise l'hydrogène qui est produit actuellement avec beaucoup de production de CO2 et de monoxyde de carbone. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut cracher sur la technologie, parce que si la production d'hydrogène réellement vert augmente et si on peut réellement mettre de l'hydrogène 100% vert dans le réservoir, ça reste une voiture très intéressante et surtout une technologie qui a peut-être de l'avenir, à condition que l'hydrogène vert augmente. Voilà, et se développe à un niveau industriel. Cela dit, la Mirai n'en reste pas moins une excellente voiture d'un point de vue produit en tant que tel. La voiture est très bien aboutie, c'est une des plus agréables voitures électriques que j'ai conduites. Elle a, comme on le disait, une très bonne autonomie, un très bon niveau de confort et d'insonorisation, et puis elle a quelque chose de très statutaire, de très prestigieux, mais son gros bémol reste vraiment l'habitabilité arrière et le coffre qui sont vraiment indignes de cette catégorie. Grosso modo, on a de l'espace comme dans une Yaris, dans une voiture de 5 mètres de long. Mais bon, il faut quand même applaudir Toyota d'être passé de ça à ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et puis dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la Toyota Mirai et de la technologie à hydrogène en particulier. Et de la chemise de Nicolas. Et on se retrouve très vite pour un nouvel essai. Salut!